Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Tirefess. Cette semaine, on va parler de viralité. C'est un sujet dont on discute beaucoup à l'agence, sur le fait de savoir est-ce que c'est une fin en soi, est-ce que ça doit être l'objectif de tous nos contenus, est-ce qu'on n'a pas des moyens aussi d'évaluer la performance du contenu au-delà de cet aspect viralité. Puis ça vient questionner, je pense pas mal, la finalité du contenu. Mais avant de se lancer là-dedans, peut-être qu'on peut commencer par comment est-ce qu'on définit un contenu viral et d'après vous les gars, quels sont les ingrédients qui font qu'un contenu a le potentiel de devenir viral ou pas. Et après on se posera la question de savoir est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est nécessaire à chaque fois et dans quel cas de figure ça peut ne pas l'être. Peut-être sur le comment on l'évalue, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas un critère précis qui dit c'est viral ou pas. Nous on l'évalue 1 million de vues en organique. Ton contenu il est devenu viral, c'est-à-dire qu'il a été bien au-delà de ta communauté et donc à partir de ce moment-là il est viral. Après, il y a un truc aussi qui rentre en compte, parce que du coup, c'est un peu l'autre indicateur qui est intéressant, c'est de partir de tout l'ensemble des contenus qu'on a pu produire. Ouais. S'il fait plus de 50% de vues comparé aux autres contenus, etc. Ouais, aussi, parce que, par exemple, un créateur qui a 1 million d'abonnés, s'il fait 1 million de vues, on pourrait dire qu'il a 1% d'engagement. Ouais, j'aime bien ce côté c'est par rapport à nos... contextualiser la perf par rapport aux performances historiques du compte. C'est un truc qu'ils font pas mal sur YouTube, parce que du coup, en ce moment... du fait de mon challenge, j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner sur YouTube et tout, et ils utilisent beaucoup la notion de viralité, ce concept d'outlier dont j'ai déjà pu vous parler, mais à chaque fois c'est contextualisé, quoi. C'est vraiment de se dire des performances qui sortent de l'ordinaire par rapport aux performances habituelles. Et je trouve que ça c'est pas mal comme grille de lecture. Et c'est un bon framework aussi pour aller voir chez les créateurs de contenu, c'est quoi les contenus qui ont le plus performé, et de se dire voilà comment j'essaye d'aller les analyser, quoi. Ok, donc maintenant qu'on est un peu plus au clair sur qu'est-ce qu'on fait rentrer dans cette case de contenu viral, d'après votre longue et riche expérience, qu'est-ce qui fait Putain, t'es con. Qu'est-ce qui fait qu'un contenu, pour vous, c'est quoi les ingrédients clés un peu d'un contenu qui a le potentiel de devenir viral, parce qu'on maîtrise jamais à 100% le sujet, enfin ce qui va se passer une fois qu'on a publié le contenu, mais comment est-ce qu'on peut se donner le plus de chances possible d'y arriver, d'après vous? Pour moi, l'élément qu'on doit aller chercher le plus, c'est la base du social media, c'est l'effet boule de neige, c'est-à-dire la capacité à ce que le contenu soit partagé par d'autres personnes, même que tu le partages à des potes. Et en plus, tu sais que c'est ça qu'Instagram va venir mesurer le plus pour savoir est-ce que c'est un contenu. En ce moment, c'est la métrique. Je pousse. Et donc, le cas de réflexion, c'est est-ce que la cible que j'adresse va se retrouver dans ce contenu et va vouloir le partager, quoi. Et quand tu es une marque, c'est pas toujours évident parce que tu peux pas, un contenu qui est très brandé, tu vas pas dire je vais aller le partager, j'adore, je sais pas, ces petits pois, ces madeleines ou autres, et j'ai envie de les partager, quoi. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça serait simple, sinon on aurait plein de contenus viraux. Et donc c'est comment on arrive à comprendre notre cible. Et l'écueil là-dedans aussi pour penser à un contenu viral, c'est ne pas faire du contenu pour soi. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est bien de le penser pour sa cible. Et si t'es community manager, t'as 25 ans, tu fais pas le contenu pour ta cible de 25 ans. C'est peut-être pour une mère de famille qui en a 40 ou un père de famille. Et c'est souvent ça, un des écueils dans lequel on peut tous tomber, quoi. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis là, sur cette notion de créer un contenu qui potentiellement va être partagé en masse par notre audience cible, ce que j'aime bien par rapport à ça, c'est que ça pousse aussi à se questionner sur la psychologie de l'utilisateur. Qu'est-ce qui fait qu'il peut être amené à partager un contenu, quoi. D'une manière générale, globalement, je pense que c'est vraiment un jeu de statut. C'est le fait de partager ce contenu publiquement ou en privé va améliorer la perception et l'image que les gens auront de moi. Soit parce que je leur aurai partagé quelque chose d'utile, d'inspirant, de divertissant, etc. Mais je trouve ça intéressant comme prisme, comme frame, de se dire comment on fait pour orienter notre contenu pour que ce soit valorisant pour l'utilisateur de le partager à quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est parce que soit il l'a trouvé très utile ou très drôle, ou il y a quelque chose où il se dit j'ai envie de le partager parce que c'est quelque chose qui a résonné en moi. Tu vois, même par exemple, Tom qui est derrière la caméra partageait en story au moment où on enregistre cet épisode la collab Porsche avec Léon Doré. Il y a un J'ai hésité, mais elle est en vente qu'à Londres. Il y a un facteur cool, tu vois, genre le fait de j'ai cette collab, j'aime bien le créateur, j'aime bien la marque, tu vois, même en termes
d'identité, ce que ça dit de moi en tant que personne, sur les choses que je valorise, etc. Je suis un mec cool. Non, mais c'est un mec cool, Tom. C'est une forme de status signaling, tu vois. Il y a un truc. Clairement. Moi, je suis un peu le premier à avoir spoté le truc, et du coup, je suis content de dire à tout le monde que je viens de tomber dessus et que du coup, l'information, et même peut-être des fois, c'est un peu invitation aussi à échanger avec toi, tu vois. Genre, par exemple, les gens disent, bah tiens, c'est cool, je fais une petite psychanalyse de Tom, mais les gens viennent du coup en parler, bah typiquement, on parle de toi dans le podcast, tu nous as eu. Mais moi, j'aime bien aussi cet aspect, conversation post-café, etc. Pour moi, un contenu, il faut imaginer ta cible, ton audience, plein de personnes, etc. à une pause café et savoir si tu as amené cette conversation, est-ce que les gens auraient envie de le partager. Moi, je prends souvent un peu l'analogie avec les gens qui sont drôles dans la vraie vie, qui font des blagues, etc. Des fois, il suffit juste qu'ils fassent la même blague à 2 audiences différentes, elle résonnera totalement différemment. Ouais, clairement. Et moi, je pense toujours à cette histoire où quand j'avais amené mes parents et ma grand-mère au spectacle de Kairon, et ben moi, je rigolais pendant tout le spectacle. Mes parents et ma grand-mère, pas du tout, tu vois. C'était pas la cible. Pas du tout à la cible. Et en fait, des fois, il avait beau faire des super vannes, d'être le meilleur dans son domaine, etc. Tout le monde rigolait. Mes parents et ma grand-mère, ils ont pas du tout rigolé et ils avaient envie de se barrer. Ils n'avaient pas la bonne ref. Tu vois, c'est la même chose, par exemple, sur les trends sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, des fois, on les applique pour nos clients, mais si c'est pas la bonne cible, faut pas les appliquer parce que nos darons, ils auront ça pas. Ça leur passera au-dessus de la tête, quoi. Ils vont pas réussir à comprendre ça. Donc c'est là, en fait, des fois, un contenu, il aurait pu être viral totalement avec une autre marque, etc. Mais c'est juste qu'avec les personnes qui l'ont vu et qui ont pu visualiser le truc, ça marche pas du tout. Ils l'ont pas partagé, quoi. Tiens, regarde, hyper bon exemple de ça. Ma mère, hier, qui m'envoie en DM un Reels de Culture Pub, je crois que c'est ça, où il repartageait une pub Volkswagen des années 90 avec un petit qui a un masque de Dark Vador. C'était trop cool. Et ça nous parle à nous. Mais tu partages ça à des gens qui ont 18 ans, je suis pas sûr qu'ils aient la ref, tu vois. Dark Vador, clairement, je sais pas s'ils l'ont déjà vu. Et donc, et ça parle à ma mère parce que Star Wars, c'était sa génération, qu'elle me l'a fait découvrir, que j'étais fan du truc, et que c'est une pub qui est sortie quand on était jeunes. Je sais pas si on était gamins, mais on était jeunes. Ouais, je pense. Et donc, du coup, il y a un référentiel culturel partagé qui rend le truc cohérent, en fait. Et que potentiellement, justement, tu vas partager parce que c'est ce référentiel-là dans lequel d'autres personnes de ta génération vont se retrouver, quoi. Exactement. Donc, quand tu disais le côté viralité, etc., je pense qu'en fait, chaque contenu peut être viral. La question, c'est pas quel contenu je crée, comment meilleur je crée, etc. De toute façon, la recette, on l'a un peu tous en tête. C'est juste à qui je le pousse et est-ce qu'il est en phase avec les personnes à qui je vais le pousser. Et après, tu vois, j'aimais bien les notions que vous pouviez dire tout à l'heure. Est-ce que ce contenu est vraiment utile pour les gens? Est-ce que ce contenu est divertissant? Est-ce que les gens vont être alignés de le partager? C'est là aussi peut-être le lien avec la présence de la marque. Oui. Est-ce que, par exemple, les Mondes d'Or, quand je vais partager le truc, je suis content, je suis en phase avec la marque, etc. Oui. Est-ce que, du coup, avec une plus autre facile marque... sur des marques, tu vois, mode un peu plus iconique, très, très cool. Tu vois, Apple, on va le partager, etc. assez facilement. Par contre, une marque agroalimentaire présente en GMS, c'est des fois plus difficile. Plus complexe, ouais. Si tu mets la présence de la marque de manière hyper forte, tu te dis... un peu plus difficile à repartager. Presque, ce serait comme un coefficient. On pourrait avoir une espèce de coefficient de viralité et plus la présence de la marque est prononcée, plus le coefficient diminue, quoi. T'avais un logiciel qui bossait là-dessus, je crois que c'était plus sur YouTube, là où tu vois, ils avaient analysé je sais plus combien de milliers de critères et à la fin tu t'uploadais je sais plus la vidéo dessus et ils t'analysaient, ils te disaient est-ce que potentiellement elle va être virale ou pas, et je trouve que c'est le même raisonnement qu'on doit faire avec nos différents points de contact. Et je pense que du coup il faut que tu compenses. En fait, en gros, si tu as la présence de la marque, tu presque pars, je sais pas, il y a une trend en ce moment sur les auras, tu pars aura moins 1000 et derrière comment tu fais pour faire en sorte que derrière tu puisses compenser, donc un contenu cool, une bonne hook, etc. Et en fait tu réussis progressivement à augmenter, et je pense que notamment il y a des marques qui réussissent à très bien le faire, c'est avec la présence de l'influence, où en fait tu vas faire en sorte de mettre par exemple je prends une situation avec les chips, les Doritos, là, Old El Paso. Old El Paso. Et du coup, typiquement, un contenu qui n'était pas forcément très cool parce que c'était une publicité, etc., pas forcément un gros potentiel de viralité et tout, en fait, le fait que ce soit la première pub de Léna à la télé, gros potentiel parce que c'était un accomplissement, la communauté voulait le partager. Et en fait, ils ont réussi à créer de la viralité. Bon, c'était pas une énorme viralité, mais ils ont réussi à créer de la viralité parce qu'ils ont créé de l'émotion, de l'affect autour de ce contenu. Et c'est là que je trouve qu'aujourd'hui, les marques doivent être astucieuses, mais en même temps avoir conscience de ça. Je pense que derrière, si t'as pas conscience de tes faiblesses, t'auras du mal à aller chercher de la viralité.
Oui, un truc que j'aime bien autour de ça, toujours dans cette idée d'avoir une espèce de formule, tu vois, à la fin à laquelle on pourrait aboutir. Ce que j'ai constaté, moi, c'est que, en gros, tu as 2 leviers sur lesquels tu peux jouer. Enfin, tu en as plein des leviers, mais il y en a 2 que je trouve intéressants, qui sont soit la thématique de ta vidéo, soit l'angle que tu as choisi d'aborder. Donc, soit le concept, soit l'angle. Je prends un exemple. Il y avait une vidéo qui était devenue d'un créateur de contenu que j'aime beaucoup, qui était devenue hyper virale, qui parlait de la signature de Messi dans je sais plus quel club aux États-Unis, voilà. Et en fait, ça c'est une information. C'est le club de David Beckham. Oui, à LA. Ouais. C'est ça. Ou à Miami. Je sais plus. Je sais pas. Dis-moi en commentaire. Miami. Ouais. Le maillot rose, c'est juste que je sais. Et en fait, ça c'est une information. En gros, elle est vue, connue par tout le monde. Il y a plein de gens qui vont créer du contenu dessus. Donc, comment est-ce que tu peux faire si tu arrives 2e, 3e sur le sujet pour optimiser tes chances que le truc devienne viral? Et lui, le mec avait pris le parti de traiter l'angle sous l'aspect de son contrat va changer l'avenir du business du sport, tu vois. Donc, c'est pas juste je relais l'info de la signature de Messi dans ce club-là. Donc, ça, c'est le sujet, c'est le concept. Je vais faire une vidéo sur le fait que Léo Messi est signé machin. Mais l'angle que j'ai choisi d'aborder, plutôt que de le traiter en mode je relais l'information, etc., c'est je vais analyser en quoi les termes de son contrat potentiellement vont changer l'avenir du business du sport. Tu vois. Et en fait, je trouve intéressant parce que du coup, ça te donne 2 leviers sur lesquels tu peux jouer. C'est soit ton concept, il est inédit, ultra original, c'est du jamais vu, ou alors... tu vois, tu as identifié un sujet hyper niché qui a été traité par personne et tu arrives à le faire d'une manière... en fait, tu peux te sortir du fait d'avoir un traitement ou un angle qui est commun si ton idée est hyper originale. Oui. Tu peux faire d'une idée assez commune un contenu viral si ton traitement ou ton angle est hyper original. Et si tu arrives à avoir les deux... potentiellement, là, tu as une combinaison magique, sous réserve que le truc soit pas trop niché ou trop obscur. Tu vois. Mais je trouvais intéressant de se dire, si on doit traiter d'un sujet qui est banal, comment est-ce qu'on fait pour le faire avec un angle qui nous permet de nous démarquer et donc qui va donner envie aux gens de partager ce contenu-là? Ou à l'inverse, si on est sur une ligne éditoriale où l'angle, on peut pas trop le faire bouger, comment on fait pour aller identifier des thématiques qui peuvent permettre d'aboutir à quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi. Et en fait, je pense que quand il réfléchit à ça, il se dit, c'est quoi, tu vois, là-dessus sur l'angle édito que je vais prendre pour être vraiment intéressant sur un sujet qui a déjà été relayé par X. Et il a fait la même sur la scénographie de la dernière tournée de Taylor Swift, où tu vois, il l'avait pris sous un angle, je sais plus, je crois que c'était chacun de ses concerts lui coûte X, mais voilà pourquoi, c'est un super... en fait, tu pourras avoir un truc de chaque concert de Taylor Swift lui coûte 5 millions en scénographie, mais voilà pourquoi c'est un move de génie, tu vois. Et en fait, tu as un paradoxe qui se crée. Puis en fait, tu te dis, mais pourquoi, tu vois, comment ça se fait que... Et c'est là que tu arrives à... C'est avec cette friction-là que tu arrives à créer quelque chose d'original, quoi. Et quand vous dites ça, moi j'aime bien aussi, tu vois, ce que ça me faisait cogiter un truc, c'est que en fait, quand tu crées un contenu, il faut qu'il y ait une première personne qui l'ait partagé, qui ait dit c'est génial, etc. Et je trouve que dans des influenceurs ou des médias comme ça, en fait, ils ont déjà une grosse fanbase qui va partager, qui va rendre crédible l'information. Et je me dis des fois, des marques, ils seraient intelligents, comme ils font de la RP avec des médias, etc. C'est qu'il suffirait juste qu'un influenceur dise ils sont cool, pour que tout le monde dise ils sont trop cool. Et des fois, je pense que c'est ce qui manque pour les marques pour activer le potentiel de viralité de tout leur contenu. C'est juste qu'il y a un influenceur qui a dit à un moment leur stratégie de com, elle est trop cool. Et je penserais, à chaque fois on parle d'eux, mais ça me fait toujours marrer, mais c'est du coup par exemple le Clarton-l'Abbé, t'as la Boiserie qui avait dit ils sont trop cool, etc. Et du coup, il y a beaucoup d'autres influenceurs qui ont... Ouais, t'as une forme de preuve sociale et de crédibilité qui se crée de fait. Et je pense qu'on a un truc comme ça qui se joue beaucoup sur... en fait, même si t'as tout pour que tu sois viral, etc., que tout fonctionne, il suffit juste d'avoir une personne qui dise c'est cool, et c'est comme pour la mode, typiquement, il suffit juste qu'une personne dise tiens, ça c'est tendance, etc. Il faut un leader d'opinion. Et du coup, tu peux réussir à déployer, je pense, que tout le potentiel de viralité de chacun de tes contenus. Ça pourrait être un ingrédient de plus dans le coefficient. C'est intéressant, c'est sûr, même dans pourquoi faire de l'influence pour aussi crédibiliser ma marque et après que les contenus que je poste après suivent cette ligne-là et deviennent plus virales, quoi, que ça construise ça, quoi. Ouais, je pense qu'on a un truc comme ça où... Là où les marques le voient pas du tout comme ça. C'est aujourd'hui, l'influence, c'est une béquille à des contenus pas viraux à côté, quoi.
Ouais, c'est une forme de garantie de visibilité. Je sais que je ferai à minima X centaines de milliers d'impressions en bossant avec cet influenceur-là. Parce que sur le reste, je sais que j'y arriverai pas et je veux juste faire de la promotion de produit, quoi. Mais je pense qu'on a un truc comme ça qui se joue je pense que nous, on maîtrise la recette pour créer de la viralité, etc. Je pense des fois, il nous manque juste le petit allume-feu pour faire que le truc explose. Et je pense que là, comme tu pouvais le dire, je pense que la bonne visibilité avec peut-être un bon titre, etc., qui potentiellement, du coup, ferait, je pense, transformer l'essai ou de l'influence. En fait, il faut juste que tout le monde dise qu'on est cool. Et en fait, à partir du moment où, même si t'es pas cool et que les gens disent que t'es cool, t'es super cool. Le pire, c'est quand c'est à toi de dire que t'es cool. Là, ça marche pas. Regardez à quel point je suis cool. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que là, on tire le fil il y a plusieurs leviers. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un truc dont on a peu parlé, mais on voit qu'il y a des natures de formats qui s'y prêtent. Typiquement, par exemple, un truc qui existe encore aujourd'hui, c'est dans un format, une personne qui joue 2 rôles, qui fait le confirmé et le débutant. Et donc le débutant pose une question en apparence anodine, entre guillemets. Enfin, en fait, les gens se reconnaissent dans le rôle du débutant. Et après, tu as le confirmé qui dispense. Mais le format fait que c'est digeste. Et de fait, tu rentres dans une forme de narration, puisqu'il y a question-réponse, plutôt qu'un monologue de quelqu'un qui dispense le truc de façon un peu aseptisée. Ça, c'est un format qui a déjà fait ses preuves. Et il y en a d'autres, par exemple, un truc qui revient souvent. Je suis tombé sur un gars qui est tanneur, donc qui travaille le cuir. Et par exemple, il a un format que je trouve trop bien qui s'appelle Est-ce que ça les vaut ? Bon, c'est un anglais, mais en gros, il va prendre un sac à main haute couture, par exemple. Donc lui, son métier, c'est qu'il fait des pièces. Il fait des pièces de maroquinerie, de luxe, petite édition limitée, etc. Et en fait, donc, c'est son métier. Il est tanneur, il maîtrise super bien le truc. Et donc, il achète un sac de luxe et il le défonce. Genre, il prend un sac Louis Vuitton et il va défaire toutes les coutures, il va brûler le cuir, il le maltraite. Et en fait... Tu sais que ça, les gens vont vouloir... Bah ouais, mais la promesse, elle est hyper forte. C'est est-ce que ça les vaut ? Ça, tu vas le payer $5,000. Est-ce que ça les vaut ? Et donc, il t'analyse tout le truc. Lui, derrière, il valorise son expertise. Il t'explique en quoi oui ou non ça les vaut, ça les vaut pas. C'est qui ça ? Faudrait qu'on... Faudrait que je te retrouve son nom. Mais tu vois, c'est vraiment c'est pareil, c'est un type de format où c'est pas lui, tu vois, c'est tout le principe des mecs qui font des reviews de pièces de tech, tu vois, c'est ça, c'est est-ce que le dernier iPhone il vaut les 2000 balles qui coûtent, est-ce que ce casque-là il les vaut, etc. Et je pense qu'il y a même une promesse qui est forte, c'est que jamais de ta vie tu pourras potentiellement t'acheter ce sac et encore moins te permettre de le défoncer. Exactement. Il y a un côté, moi typiquement c'est un contenu hyper curieux, tu te poses des questions, c'est un comment vrai, c'est fait, et moi j'ai qu'une envie, c'est de voir comment du coup toi tu me dis ça, j'ai envie d'aller voir le mec. Et en plus de ça, ce qui est hyper smart, c'est que, et c'est là où je voulais en venir, mais c'est que l'alignement entre le format et la personne et ou la marque est hyper fort. T'as envie d'acheter ses sacs aussi, quoi. Et il fait sold out tout le temps. Bon, c'est Noël bientôt, les gars. Je vais voir. Mais si le mec se permet de défoncer les sacs à $5,000. Oui, c'est que ces sacs doivent coûter un petit bras. Faudra que vous soyez un peu plus sage. Et tu vois, je pense qu'il y a ce truc-là de trouver le bon format, trouver la bonne thématique, trouver le bon angle, et après, comment tu viens rajouter à ça une surcouche de forme de crédibilité, validation, si possible par un leader d'opinion. Et là, tu commences à aligner des... Et je pense que là, tu touches la limite de la viralité à n'importe quel prix. Voilà. Parce qu'en fait, typiquement, ce genre de format, ça va attirer des gens qui en ont rien à faire de la maroquinerie. Parce que du coup, ils vont juste... typiquement, moi, je vais juste m'intéresser à voir un mec qui défonce un sac parce que j'ai de la curiosité. Du coup, son audience va être plus large que juste les gens qui aiment les sacs, etc. Et très vite, tu peux, si tu veux plaire à ton audience et que tu suis que tes stats de viralité, etc., à la fin, le mec, on le voit avec un sécateur couper ses sacs et il perd son ADN, quoi. En fait, ça pose la question de savoir est-ce qu'on attire les bonnes personnes. Et en fait, je me fais l'avocat du diable. Les gens qui prônent la viralité à tout prix te diront, quand bien même les clients potentiels représente une proportion moins importante de l'audience totale, ça sera en valeur absolue toujours plus que si tu restes sur un truc de niche. Moi, c'est ce que je pense. Toi, tu penses ça ? Ouais. Surtout sur des produits de relative grande consommation. Ouais, grande consommation, c'est moins un sujet. Je pense qu'il faut aller chercher cette viralité. Et je pense que les meilleures stratégies social media, c'est quand tu arrives à répéter
ce schéma-là le plus possible, parce qu'en fait là tu rentres dans la même chose qu'un créateur de contenu qui est en train de percer. Je me dis que si tu arrives à faire ça pour une marque, là où la plupart des marques, surtout dans notre secteur, sont juste en train de faire des contenus pas fous et les sponsoriser, je me dis que le jour où on a craqué ça, on devrait défoncer le marché, quoi. Ouais, moi je pense que la vraie limite ça va être la marque, parce que en fait la communauté, moi le pire là-dedans c'est que quand tu commences à être viral, t'as des demandes de la communauté, t'as un gage de faire les choses, etc. Et on veut la suite, la communauté veut toujours aller plus loin. Typiquement c'était MrBeast et Mark Roberts qui en parlaient en disant quand ils faisaient leur contenu, il y avait une limite de se dire en fait on a déjà fait beaucoup là, c'est quoi la prochaine et la communauté disait ça va loin, va faire le truc comme ça, et en fait les gens étaient déçus si ça n'était pas assez fort, pas assez loin et tout. Donc en fait ils expliquaient, parce que j'avais regardé une interview qui était intéressante, c'était s'ils devaient recommencer une chaîne YouTube, etc., et devaient repartir de zéro, qu'est-ce qu'ils feraient. Ils diraient que en fait ils feraient la même recette, mais sauf qu'ils augmenteraient pas le niveau de prod trop rapidement. Ou en fait ils sont allés trop vite du coup sur une capacité de production, etc., folle. Après qu'il ne faut pas savoir. Et en fait, à la fin, la communauté voulait des formats spécifiques, de plus en plus techniques, etc., qui demandaient une autre expertise. Et en fait, dès qu'ils faisaient un truc qui était plus craft, moins spectaculaire, les gens étaient déçus. Après, je me dis que pour moi, c'est le Graal, ce truc-là, parce que tu as presque l'impression d'avoir des drogués en face qui veulent toujours un peu plus de leur drogue, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux leur vendre encore plus. Tu vois, c'est là qu'on fait énormément d'argent, c'est quand les personnes sont vraiment droguées. C'est pour ça qu'on offre au départ. Sinon, on change de bise, on arrête la com. Un cachet offert, un commentaire en dessous. Et en gros, c'est là que tu te rends compte. Et c'est sûr qu'après, pour moi, c'est presque des problèmes de riches, ces trucs-là, tu vois. Oui, c'est sûr que pas la drogue, hein, mais tu vois, quand on arrive là, quand t'arrives à ce truc-là. Et surtout, pour moi, c'est le Graal d'avoir des demandes de la communauté. C'est-à-dire, pour devenir une marque communautaire, pour moi, il faut être viral, parce que si t'es pas viral, t'as pas des commentaires un peu chiants, même des trucs sur lesquels tu peux rebondir. On parlait des commentaires négatifs, que c'est une pépite pour aller désamorcer des choses et créer d'autres formats potentiellement viraux. Moi, je trouve que c'est vraiment la brique à ça, parce que combien de marques font des contenus et en fait ont 3 commentaires, c'est toujours la même personne. Et donc, en fait, ton aspect communautaire, tu perds. Pour ça, faut aller au front un peu. Et je suis super d'accord avec toi là-dessus, sur le fait où je pense qu'il faut en avoir conscience de ses limites et il faut être OK là-dedans d'y aller. Je pense qu'en fait, si tu es une marque qui veut de la viralité, etc., et que c'est son objectif, ton objectif principal, il ne faut pas se mettre de limites. Parce qu'en fait, si tu commences à mettre des limites, c'est là que tu fais des trucs tièdes et ça ne marche pas. Et ça va être vite chiant. Typiquement, tu fais tu t'exposes plus. Tu fais 3 formats qui sont viraux et après, tu arrêtes de faire ça. Et tu stoppes complètement. Parce que tu auras automatiquement plus de commentaires aussi négatifs. Bien sûr, parce que c'est logique. Automatiquement, tu as des gens qui vont te faire des commentaires, tu comprends même pas. Tu vois, et tu te dis putain, j'aimerais pas être dans leur vie, parce que tu te poses vraiment des vraies questions sur eux. Mais ça fait partie du jeu aujourd'hui de la viralité et des typologies de consommateurs potentiels. Et un truc que ça questionne et que je trouve intéressant, c'est qu'une fois que tu as fait de la viralité sur un contenu, t'en fais quoi? Beaucoup de marques vont se dire, mais en fait... on va refaire les mêmes opérations, etc. Et avec un peu de chance, ça va bien. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est comment tu fais pour déjà que ce format-là, tu le dupliques. Tu le pérennises, Tu le fais souvent, parce que les gens qui sont venus s'abonner, etc., comment ils font pour retrouver un peu cette drogue qu'ils ont, les dopamines qu'ils ont réussi à avoir. Et après, le truc intéressant que je trouve, c'est que, en fait, même si votre contenu n'est pas viral, faites toujours un côté call to action à la fin, en incitant les gens, la prochaine vidéo, vous voudrez quoi, etc. Parce que du coup, ça vous incitera à créer du lien entre vos formats. On ne peut pas prévoir la viralité à 100%, mais si vous n'avez pas ça, vous allez vous trouver presque face au mur, en mode, il n'y a plus rien à faire. Alors que si vous avez mis un CTA, potentiellement, TikTok notamment, vous pouvez répondre aux commentaires, réussir à créer du lien avec tout ça. Et derrière, en story, créer un lien avec la communauté en mode, donnez-moi des idées pour les prochaines. Moi, j'aime beaucoup là aujourd'hui les influenceurs. Même créateurs de contenu, food, etc. Où avant, il y avait un peu ce truc, genre je vais être le plus créatif, du coup l'idée, je veux qu'elle vienne de moi, etc. Genre je veux que tout vienne de moi, etc., que je contrôle le truc. Maintenant, il y a des créateurs qui disent carrément, c'est quoi le prochain crash test, c'est quoi la prochaine vidéo que vous voulez que je vois. Et en fait, l'idée vient plus d'eux. Ils sont vraiment juste dans faire plaisir à la communauté. Et du coup, c'est un gage de viralité parce que... tu vois, je suis complètement d'accord avec toi. La semaine dernière, là, j'avais publié la vidéo sur Adrien Père qui a gagné 500 000 abonnés sur Insta en 1 an. Et dans la vidéo, je parlais de ça. En fait, parmi ses contenus qui ont le mieux marché, donc alors lui, pour le coup, il a réussi à trouver un super équilibre entre storytelling,
qui est un contenu qui contribue à créer une connexion émotionnelle avec son audience, et des contenus beaucoup plus autour de la pédagogie, sur la création de contenu. Et parmi ces vidéos qui ont le mieux marché, tu as une vidéo sur la composition vidéo verticale, un tutoriel sur l'étalonnage et la colorimétrie, et comment rendre des plans statiques dynamiques. Et en fait, ce qui est hyper smart, c'est que il a beaucoup de contenus aujourd'hui qui sont en réponse à des questions que sa communauté lui pose. C'est-à-dire qu'il va faire 1, 2, 3 vidéos pédagogiques, un peu tuto, il partage son expertise et tout. Forcément, dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire « Ah, j'aimerais trop que tu nous expliques comment tu fais X ». Et bah voilà, tu as ton sujet de vidéo. Et en fait, tu continues, quoi. Et tu as une forme de... On en revient à la base, quoi. C'est de se dire qu'est-ce que ma cible, elle veut. Et en fait, en plus, si elle me le demande, c'est du pain béni. Si tu as 1000 likes sur le commentaire, tu sais que tu vas plaire. En fait, tu as un indicateur. Tu as une proof of concept avant même de... C'est aussi un bon indicateur, ça, de est-ce que ton contenu est viral. Est-ce que sur tes commentaires, tu as des commentaires qui sont likés plus de 500 fois, par exemple. Et ça c'est que ça fonctionne. Et on prendra l'exemple, mais moi j'avais bien aimé, c'était du coup l'activation par exemple de Brett du coup sur la nouvelle saveur, etc. Avec le goût essence, où en fait on s'est rendu compte que quand tu balances un truc comme ça qui a un potentiel de viralité, le truc ne t'appartient plus. C'est la communauté qui derrière va se l'approprier, etc. Ça a dépassé du coup les réseaux sociaux, ça a été dans les médias, etc. Et en fait on se rend compte que là-dessus, tu as une seule décision à prendre et que tu dois prendre, c'est faire confiance à la communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux, si tu leur fais confiance et tu vas dans leur direction, dans le sens de ce qu'ils ont envie, t'es inarrêtable et derrière, tu crées une marque hyper forte sur la plateforme. Un exemple de Duolingo, c'est dans cet esprit. La communauté pousse la mascotte à faire toujours des trucs un peu plus fous. Là, récemment, ils ont été partenaires de l'émission Zen, du coup au Zénith. Et le truc est juste dingue, quoi. Il y a Citéo aussi qui était posé la question. Mais en fait, moi après, ça répond en partie à une question que je voulais vous poser, qui était de se dire quel est l'impact d'un contenu ou d'un format viral sur l'attachement de la communauté à la marque. Est-ce qu'à un moment, le sensationnalisme peut desservir aussi la connexion et le lien que la marque entretient avec son audience? Est-ce que cette surenchère peut desservir la marque à un moment? D'après les échanges qu'on a là, à partir du moment où c'est bien fait, et alors évidemment il y a un prérequis dont on n'a pas parlé, mais la marque ne doit jamais trahir ses engagements, ses valeurs, son positionnement. Ça doit rentrer dans la plateforme de marque. Ça doit rentrer dans la plateforme de marque. C'est le cadre. Et ça fait écho à ce que je disais sur l'alignement entre la marque, le format, les thématiques et l'angle. Tu vois, t'as un espèce de truc. Si tout ça c'est aligné, entre guillemets, il y a peu de risques qu'il y ait des effets délétères ou négatifs pour la marque. Après, je sais pas. J'ai pas d'avis sur la question. En tout cas, on peut pas aller chercher des ressorts psychologiques autour d'une curiosité malsaine, autour de des trucs, autour, je sais pas, du sexe ou autour de tous ces trucs-là qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Que nous, bien sûr, c'est impossible d'activer pour nos marques. C'est compliqué. Et donc, voilà. Mais tant que tu vas pas sur ces ressorts-là, tu es beaucoup plus sur de l'utile ou sur du pédagogique ou sur des sujets humour, mais qui vont être autour de sujets entre toi et ta cuisine ou des choses comme ça. Le risque est quand même beaucoup plus faible. Et un dernier élément aussi que je voulais dire parce que je milite beaucoup en ce moment auprès des marques sur si vous voulez être viral et répéter ce schéma-là, il va falloir aussi faire des choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être une marque virale et faire un peu de tout le temps. C'est-à-dire, déjà, si on veut répéter ça, il va falloir répéter les formats qui fonctionnent. Et trouver déjà un format qui fonctionne, c'est compliqué. Donc, on ne va pas devoir faire la fine bouche et aussi être en capacité de les répéter. Et surtout, faire des choix aussi sur les thématiques. Peut-être que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas... parler de tout le temps. Il y a des fois des sujets, je sais pas, RSE par exemple, qui sont complexes à rendre viral. Oui, on peut en parler, mais de là à faire tous nos posts là-dessus, très complexe, surtout quand ces sujets RSE, des fois en interne, on pourrait faire des contenus viraux, mais souvent ils sont traités à... le fond est quand même relativement light et donc on peut pas le faire. Et donc tous ces sujets-là, que je vois beaucoup de marques communiquer là-dessus, peut-être qu'il y a des choix à faire et peut-être aussi attendre que les sujets soient un peu plus approfondis pour être en capacité de le traiter. Et donc se dire, on a peut-être des choix à faire et sur les réseaux sociaux, ce qu'on va vouloir, c'est être utile par exemple à
à notre communauté et devenir ce compagnon autour de la cuisine autour de cette thématique-là. Et on va matraquer ce message-là et on va aller là-dessus. Et on va pas vouloir adresser tous les sujets. Et je pense que là-dessus, les marques doivent encore progresser, quoi. Du coup, j'ai une dernière question pour vous. Enfin, je ne sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas, c'est une question que je trouve intéressante. Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui d'estimer, d'évaluer l'impact que peut avoir l'incarnation sur le potentiel de viralité d'un format? Je pense que j'ai pas d'avis très tranché sur la question. On a des exemples que oui, ça peut servir et à la fois non, c'est pas nécessaire parce qu'il y a des gens qui arrivent à le faire sans forcément que le format soit incarné. Parfois, par contre, même s'il n'est pas incarné, il y a une forme de signature. En fait, il y a une incarnation un peu toujours, tu vois. C'est une voix, c'est une voix, c'est une manière de faire. Je pense que derrière, c'est viser juste. Je pense qu'il y a le truc qui est hyper important, c'est ta cible. Et en fait, derrière, réussir vraiment à faire en sorte que ça a un impact, un écho chez elle. Parce que là, du coup, en ce moment, je regarde beaucoup de contenu faceless. Donc, essayer de voir comment intégrer ça pour des marques, etc. C'est un truc que je me renseigne beaucoup sur les créateurs de UGC, etc. Il y en a beaucoup qui sont spécialisés là-dedans pour pouvoir incarner plein de marques à la fois. Et du coup, en fait, on se rend compte que quand j'allais voir un peu leur contenu, ils réussissent à plaire à une audience sans pour autant avoir une voix, sans pour autant l'incarner visuellement, etc. Mais c'est juste parce que le message et la façon de le mettre, ils réussissent à le contrebalancer dans l'écriture, dans la question à poser, le contexte, etc. Moi, j'aime bien, on en avait cette discussion avec Glenn il y a 2-3 jours. C'est que des fois, un contenu viral pour une audience, donc je sais pas, c'est un hack food, etc. Donc qui s'adresse aux étudiants. Comment ce hack food avec le même truc, tu peux réussir à l'adresser du coup aux parents. Et en fait, c'est là que la marque du coup va réussir à se positionner et toucher son audience. C'est que si tu aurais fait exactement le même hack avec notre marque à nous, ça n'aurait pas marché. Parce que en fait, on n'a pas d'étudiants comme cible. Par contre, tu réussis à changer la hook ou la problématique avec un angle parent, le truc fonctionne. Et pour autant, c'est pas forcément lié à l'incarnation, c'est juste à la façon de réussir à adapter le message, etc. Et je trouve que s'il n'y a pas d'incarnation, je pense que, alors soit là, on était quand tu le présentais comme ça, on était vraiment sur une valeur utile. Là, c'est genre, typiquement, l'autre jour, je passe en cuisine, on était en train de préparer, le chef regardait les intentions pour le planning de décembre pour un client, et tu vois, spontanément, Francis me dit « Ah, ça, je vais le refaire avec mes gosses. » Je me suis dit « Ah, bah, hyper intéressant, signal assez fort de je trouve ça hyper malin, je trouve ça hyper smart, je vais le refaire avec mes enfants. » Je me suis dit « Ah, bah, j'irai voir a posteriori la performance du contenu parce que je suis curieux, du coup, de voir si l'échange qu'on a eu se vérifie ou pas. » Mais après, du coup, ce que je me disais, c'est que quand tu disais ça, je pensais à des comptes comme Tom, c'est quoi? C'est Maximize, by Maximize, Edit by Maximize. En gros, c'est pareil, c'est faceless. Et souvent, c'est un mec qui va prendre des extraits de films. Tu as une voix off avec des trucs un peu inspirants, très storytellés et tout. C'est toujours la même voix, c'est toujours le même mec. Et c'est surtout, je sais plus, mais c'est surtout qu'il a un style de montage. La post-prod, pour le coup, est très chartée. Tu as une DA qui est... Après, ça fait des petits, en général. Quand tu as un truc qui fonctionne comme ça, tu as plein de gens qui se l'approprient a posteriori. Mais je me suis dit, quand tu dis ça, je me disais, bah ok, faceless... valeur d'usage, enfin utile, un contenu très utile, je vois. Sur des contenus qui sont plus divertissement, là, il faut que le storytelling soit carré, quoi. Faut vraiment que le storytelling soit hyper difficile. Tight. On le voit sur pas mal de médias, style Brut ou autre, qui ont amené des contenus comme ça, sans incarnation directe. Pour moi, il y a toujours un peu d'incarnation. Des fois, la voix off est rarement très loin. Et il y a quand même un style, une patte, une signature qui est derrière. Et c'est vrai que je trouve souvent plus simple avec une incarnation de commencer à travailler cette signature social média pour nos marques, parce qu'on a aussi quelque chose de visuellement, tu as toujours cette même personne qui incarne quelque chose. Là où souvent un élément que les créateurs vont amener, c'est aussi un élément de style qu'ils vont avoir et qui vont faire que, tu vois, même des gimmicks, quoi, visuels, des choses. Toujours, je sais pas, habillé avec une veste rouge, orange, verte, ce que tu veux, mais quelque chose qui les identifie à chaque fois. Et je trouve que ça facilite quand même le travail de viralité là-dessus. Et ça répond aussi à beaucoup de questions qu'on a pu se poser, mais sur l'authenticité, quoi. Plus simple aussi d'être authentique, vrai, et que les gens se projettent
quand c'est incarné, je trouve. Ouais, je pense même, tu parlais de mémorisation. Je pense qu'aujourd'hui, pour une marque, c'est important d'avoir un bon visage. Je pense qu'il y a un autre truc aussi, c'est toute la scénographie qui est autour. Typiquement, quand tu fais un micro-trottoir, moi j'aime beaucoup ce que fait Combini avec leur énorme micro, avec leur logo. Je pense celui de Netflix qui est. Tu vois, même les créateurs de contenu se le sont appropriés. Il y a un mec que je suis, je trouvais ça hyper marrant. Il a le petit micro, le DJI, là, dont on s'est déjà parlé. Et en fait, il a chopé. C'est comme une raviole chinoise, c'est un truc, il l'a plugué sur son micro et du coup maintenant dans ma tête c'est le mec qui a un ravioli sur son micro, tu vois, et je trouve ça hyper smart. Et je pense que ça fait la diff et derrière je pense que ce qui est important aussi pour les marques, je pense que le premier pas c'est comment on met en avant du coup la cible du coup dans nos contenus pour que derrière en fait les gens puissent se reconnaître, etc. Et je pense que souvent il y a des marques qui veulent tellement faire le truc avec trop de contraintes, etc. Et ils veulent essayer de faire passer les choses, j'ai peur que ce soit pas la bonne cible, etc. J'ai peur que ce soit pas les bonnes personnes, etc. Ça fait que du coup, il y a trop de contraintes et ils font rien. Alors que le mieux, je pense que c'est quand même de pouvoir tester, de pouvoir le mettre en place et derrière d'y aller progressivement. Nous, on a, je pense, à l'agence fait en sorte de pouvoir faire que toutes ces contraintes soient plus des contraintes, parce que maintenant, on a les outils qui nous permettent de le faire, etc. On a les équipes pour. Mais je pense à beaucoup de marques qui du coup préfèrent ne rien faire plutôt que d'y aller parce qu'ils pensent que ça va être insurmontable, tout ça. Et c'est là que je pense que le taf d'une agence est cool, c'est que derrière on puisse mettre en place les trucs assez rapidement. Et on fait partie des dernières agences à penser encore que l'organique est possible. On a quand même très peu aujourd'hui à date, donc c'est en réfléchissant comme ça qu'on pourra... Il y a beaucoup de gens qui, sous une forme ou sous une autre, comptent sur une distribution payée, que ce soit social ads ou comme on le disait avec de l'influence. Parce qu'au fond, l'influence, certes, t'achètes une pâte, une DA, etc. Mais t'achètes une audience aussi. T'achètes du coup la diffusion, une forme de diffusion garantie auprès d'une audience que t'espères être la bonne. Et ça rassure, on en parlait, ça fait la boucle, mais de se dire que quelqu'un, par exemple un influenceur qui fait, 200 000 vues, il dit « Ah tiens, le truc a été viral pour ma marque », alors que si habituellement il fait 1 million de vues, ça n'a pas été viral. Ça marche pas. Exactement. Et c'est là aussi que je pense que c'est rassurant pour les marques d'avoir ce côté influenceur par rapport à tous leurs autres contenus. Ça paraît virable, alors qu'en fait, pas du tout. Tu peux très vite te dédouaner aussi en disant sur le papier, j'ai fait le bon choix puisque j'ai fait appel à un influenceur qui a une grosse communauté avec une audience qui est celle qui est proche de mon audience cible. Donc, c'est pas de ma faute, entre guillemets, si ça n'a pas marché, quoi. C'est un peu mon petit jeu là, sur mes notes. À chaque fois, j'ai toutes les bonnes campagnes d'influence qui sont faites. Il y en a peu, mais celles où c'est bien fait, c'est l'influenceur. On sent que l'influenceur était dans le brief créatif et il a réussi à intégrer le produit de manière astucieuse et le contenu pop et part. Parce que je pense qu'honnêtement, ils ont pris le truc comme un défi de réussir à intégrer la marque, etc. J'aime beaucoup, c'est un compte à suivre, c'est Studio Daniel. Quand ils font des collabs, soit ils font une collab qui est payée par la marque. Et, il y en a quelques éclatés aussi. Mais du coup, il y en a. En fait, c'est hyper visuel. En gros, vous pouvez voir les contenus Reel, etc. qu'ils ont fait, mais quand il y a un bon brief, ça marche bien. Quand il y a un brief éclaté, c'est éclaté. Et il y en a des éclatés. Ça pourrait être un prochain sujet. C'est quoi un bon brief ou une bonne campagne d'influence? Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse et puis on va se quitter là-dessus. Oui, on a tout dit. À peu près le tour de la question. Exactement. À la semaine pro. Salut. Ciao. Ciao.